Et pour développer, deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Ils participent d'ailleurs tous les deux à cette semaine Philo Monaco. Corinne Pelluchon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée. Et puis en face de vous, nous recevons Thierry Pacaud. Bonsoir également et bienvenue. Bonsoir. Philosophe et professeur retraité de l'Institut d'urbanisme de Paris. Ma première question, elle est pour vous. Je vais vous lire la définition que vous devez connaître certainement de l'urbanisme. Étude, ensemble des arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes. Est-ce qu'il y a réellement un lien avec la philosophie ? Oui, bien sûr, mais ne serait-ce que pour contester cette définition tout à fait académique. Non, l'urbanisme, c'est une notion qui apparaît au milieu du 19e siècle en Espagne et qui renvoie à la fabrication de la ville productiviste, de la ville masculine, je dirais, et productiviste. Et donc, depuis quelques années, j'essaye d'expliquer aux urbanistes qu'ils doivent s'appeler ménageurs des possibles. Car ce qu'il faut faire, c'est ménager le territoire et ménager les gens qui y habitent. Est-ce que la philosophie peut également venir en aide à tous les architectes, les urbanistes, les paysagistes ? Absolument. Et sauf que c'est très récent. La philosophie, les philosophes s'intéressent à la ville. Je citerai un des premiers qui se penche sur cette question, c'est Georges Simmel, je le prononce à la française, Georges Simmel qui au début du XXe siècle va s'intéresser à Berlin, aux interrelations entre les gens, la sociabilité, la parure, la coiffure, la politesse, etc. Et puis ensuite, Gaston Bachelard, qui va écrire La poétique de l'espace en 1957. Alors lui, il est très lu dans les écoles d'architecture, j'espère encore. Et puis Martin Heidegger, qui en 1951 fait une conférence à Darmstadt intitulée Bâtir, habiter, penser, où il essaie d'expliquer comment il y a des interrelations entre la manière d'édifier sa maison et puis sa manière d'habiter la terre. Alors ça, là, on est en plein cœur de l'écologie, j'allais dire. Alors justement, je me tourne vers vous, Corinne Pelluchon. Est-ce que urbanisme est totalement antagonisme de l'écologie ? Non, parce que si on pense l'urbanisme comme une communauté d'humains et d'autres qu'humains, puisqu'il y a aussi des oiseaux, des animaux comme les rats, les pigeons, dont nous ne savons pas toujours quoi faire, alors se pose la question de la justice envers ces êtres et de la répartition de l'espace. Et l'écologie, c'est bien l'habitation de la terre et la cohabitation avec d'autres vivants, et aussi entre nous. En plus, se pose la question de la convivialité, le mot cum vivere, partager les vivres. Donc l'écologie, si on la pense comme habitation de la terre, et pas seulement comme lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, qui sont néanmoins des dimensions importantes, si on insiste sur sa dimension sociale, partage de l'espace, des ressources, et sur ce que cela dit pour nous de nous concevoir comme ou bien des maîtres qui sont seuls au monde, ou bien au contraire comme des êtres qui appartenant à une communauté plus large, eh bien alors on voit que l'urbanisme est quand même un des pôles, mais évidemment pas le seul, puisque l'alimentation, la manière de se vêtir, tout ce qui concerne les modes de production et d'échange, et toutes nos représentations de nos interactions avec les autres vivants appartiennent à l'écologie, pensée comme la sagesse de notre habitation de la terre, de notre partage, de l'oikos, c'est-à-dire du foyer des terriens, du foyer commun. Et comment faire entrer l'écologie dans notre vie de tous les jours ? Bien, je dirais que c'est la question centrale, puisque beaucoup d'entre nous savent qu'il y a des menaces et peut-être des possibles catastrophes, et néanmoins, malgré ces connaissances et cette conscience, peu de personnes changent radicalement leur style de vie, baissent leur consommation de produits animaliers, réduisent leurs loisirs énergivores, et au niveau donc des styles de vie et au niveau des changements dans les modes de production, on voit bien que le productivisme dans l'élevage industriel et autres continue. Alors ce décalage, je pense que pour faire entrer l'écologie dans nos vies et dans la démocratie, il s'agit d'insister sur la dimension d'estime de soi qui peut être au cœur des transformations individuelles dans notre manière de nous alimenter, etc. Faire de l'écologie un projet stimulant, faire en sorte que les personnes aient le désir de changer leur style de vie, au lieu d'insister seulement sur le fardeau, sur les sacrifices, sur les renoncements. Changer le point de vue. Eh bien, insister sur ce levier fondamental des transformations individuelles et sociales, qu'est l'estime de soi, et le fait aussi que changer
ces habitudes, ça peut être une chance pour se libérer de représentations et de coutumes dépassées et qui finalement n'apportaient pas beaucoup de bonheur et qui étaient contraires à l'autonomie. Et Thierry Pacaud, qui est un très grand connaisseur d'Ivan Illich, connaît l'importance entre l'autonomie comme épanouissement de soi et la lutte contre une sorte d'aliénation et l'écologie. Et ça se dit pas assez. On fait souvent de l'écologie quelque chose de presque totalitaire. En fait, nous disons le contraire. Vous confirmez ? Nous sommes pour une écologie joyeuse et qui nous permet de vivre mieux, tout simplement. Et pour ça, le verbe ménager, ça veut dire prendre soin, si je le traduis autrement. Donc il faut prendre soin de quoi ? Des gens, des lieux, des choses, du vivant. Et ça, c'est un des métiers les plus beaux que d'être architecte. Mais l'écologie semble être subie ces derniers temps. On l'a vu par exemple le week-end dernier avec les résultats des élections européennes. Oui, ça, les élections, c'est autre chose, je pense, parce que ça ne traduit pas vraiment les préoccupations des terriens à l'échelle planétaire. Non, je crois que l'écologie dans les villes nous incite à modifier nos modes de transport, par exemple. Il faut décarboner. Alors, évidemment, faire de la bicyclette sans assistance électrique à Monaco, c'est pas facile. Ça, je veux bien l'accorder. Mais n'empêche qu'à l'échelle de tout le territoire, et de tous les territoires, privilégier la bicyclette, c'est une bonne idée. Le tri des déchets, c'est des choses qui ne sont pas encore vraiment instituées. Planter massivement des arbres partout. Ça, c'est excessivement important. Donc il faut intégrer la dimension écologique à l'aménagement du territoire. Exactement. C'est-à-dire que, alors moi, je préfère ménagement du territoire parce que justement, ce n'est pas une décision technocratique qui vient d'en haut, mais quelque chose qui naît avec les habitants. Il faut faire avec les habitants là où ils se trouvent. Est-ce que les philosophes de l'époque philosophaient déjà sur l'écologie ou c'est un thème qui est arrivé plus récemment ? Oh non, il y a quand même déjà beaucoup de choses. Dans les années 70, certains penseurs se demandaient s'il ne fallait pas une nouvelle éthique qui décentre le point de vue, qui ne considère pas les autres vivants et la nature comme seulement relatifs à notre point de vue limité, à notre intérêt. C'était donc ce qu'on appelle la critique de l'anthropocentrisme. Donc l'écologie, sa prise au sérieux, a fait bouger l'éthique. Et il y a des approches, vraiment au pluriel, philosophiques, qui montrent que la nature n'est pas indépendante de notre manière, de nos constructions sociales, de notre histoire et du vécu. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous insistons sur la dimension esthétique, mais également affective de notre rapport au paysage. Le mot paysage signifie que c'est pas une nature extérieure à la manière dont nous l'avons composée, dont les paysages nous façonnent et dont nous les façonnons. Donc il y a vraiment, je dirais que tous les outils, pour ainsi dire, de la philosophie peuvent éclairer l'écologie, y compris les auteurs qui ne travaillaient pas sur l'écologie à une époque où on pensait que la nature était une géante et l'humain prolétaire de la création. Eh bien, ces outils-là, néanmoins, comme la question de la justice, comme la question de la spatialité, bien tout cela, ça peut éclairer notre rapport aux autres vivants. Et la question aussi de la domination. Je crois que ce qui est aujourd'hui très important, c'est la réflexion et plutôt le désir de beaucoup de personnes d'avoir un rapport aux autres, à la nature et aux autres vivants, qui ne soit pas de domination, qui ne soit pas seulement lié à la prédation et à un rapport violent finalement aux choses. Donc la question du soin, qui travaille nos relations entre nous, la question de prendre soin de la terre et des êtres humains et autres qu'humains qui y vivent, c'est aussi le vœu d'avoir un rapport au monde différent, qui soit moins violent. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur la destructivité et les problèmes qu'il y a entre nous. Et... Je voudrais revenir juste un petit instant sur l'urbanisme avec vous, Thierry Pacaud. Vous savez, à Monaco, c'est un petit peu un exemple. On détruit, on reconstruit, on construit, on surélève, on fait des souterrains aussi. C'est quand même difficile d'avoir un rapport au lieu et de se repérer. Non, oui, je l'ai constaté en marchant un petit peu dans cette ville. Et effectivement, je pense que si on veut décarboner, il faut cesser de bétonner. Or, j'ai pas vu beaucoup d'immeubles en terre ou en paille ou en bois à Monaco. Pourtant, traditionnellement, la terre dans cette partie de... On en a un en bois, oui. Il y en a, mais pas massivement. Bon. Donc, il faut essayer de miser sur le BTP, bois, terre, paille, et non pas sur le béton, puisque une tonne de béton génère une tonne de CO2. Donc on le sait, c'est terminé. Alors, évidemment, c'est facile à dire. Maintenant, pour transformer un territoire comme celui de Monaco, ça voudrait dire, évidemment, peut-être déjà décroître et
Dédensifier, voilà, j'essaye de dire le terme le plus simplement possible. Et alors, déjà, Monaco a essayé de conquérir du foncier, entre guillemets, sur la mer. Je crois qu'il y a peut-être d'autres encore tentatives à effectuer, mais l'écologie et l'urbanisme ne font pas bon ménage parce que partout, sur la terre entière, je pourrais citer Dubaï, je pourrais citer Hong Kong, etc., parce que on n'est pas assez attentif à tout ce qui constitue un territoire dans son incroyable richesse, c'est-à-dire, et Corinne l'a très bien souligné, aussi bien le monde vivant, humain que non humain. Et ça, c'est une dimension qu'il faut qu'on s'habitue à prendre en considération. Merci beaucoup Thierry Pacaud. Merci à vous également Corinne Pelluchon d'avoir répondu à nos questions ce soir. Tout de suite sur TV Monaco, ne manquez pas la météo. Demain, dès 8h, vous avez rendez-vous avec Sébastien Serrano pour la matinale Ça va le faire. Moi, je vous retrouve dès 19h15. Excellente soirée.